Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point cette histoire est tragique. Un père qui essaie de tirer sur un oiseau aurait accidentellement tiré et tué sa propre fille de 14 ans. La perte de sa jeune vie a bouleversé sa ville natale dans l'Illinois. Mais la grande question que nous examinons est de savoir si ce dont nous parlons constitue un crime. Les procureurs viennent de décider qu'ils pensent bien que c'en est un. Je vais expliquer pourquoi et montrer comment Karen illustre que cacher les choses peut parfois empirer la situation. Nous enquêtons sur cette affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Mon cœur se brise complètement pour le père dans cette histoire, d'après les informations que nous avons reçues des forces de l'ordre. Mais dans ces affaires, aussi tragiques soient-elles et soient-elles, les procureurs ont tout de même un travail à faire lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi. Et c'est ce que les procureurs du sud de l'Illinois estiment faire dans cette affaire. Voici une photo de David Schultes, c'est le père dont nous parlons dans cette histoire. Sa fille s'appelait Emma. Elle a 14 ans, c'est une photo ancienne. Emma a grandi, mais elle montre bien leur relation. Elle et sa famille vivaient dans le comté rural de Monroe, dans l'Illinois, au sud de Saint-Louis, où l'agriculture était très présente. Voici une autre photo de la jeune Emma avec du bétail. Et une photo ici qui, je pense, montre vraiment à quel point elle aimait les animaux et la communauté agricole, d'après ce que l'on peut voir. Cette photo faisait partie de plusieurs publiées l'an dernier par son père, légendé, passer du temps avec son copain. Il semble, d'après ce que l'on peut voir, que David et Emma avaient aussi cette relation spéciale entre une fille, son père et sa fille. Et cela rend ce qui va se passer ensuite dans cette histoire encore plus tragique. Le shérif du comté de Monroe, Illinois, a rapporté ce qui est arrivé à Emma, 14 ans, le 21 juillet. David le père travaillait dans une entreprise de réparation de remorques le long de la route nationale 3 à Waterloo, dans l'Illinois. Le nom de l'entreprise à cette adresse était Schwarzy Réparation de remorques. C'est ce qu'affirment les forces de l'ordre. Ce nom Schwarzy jouera un rôle clé dans cette histoire que je vais vous raconter dans un instant. Voici à quoi cela ressemble depuis le bord de la route. Maintenant, les forces de l'ordre disent que ce jour-là, en juillet, dans cette entreprise, un oiseau a percuté un bâtiment en briques. Maintenant, les oiseaux peuvent évidemment être une nuisance. Donc David aurait décidé de régler le problème en prenant une arme de poing et en tirant sur cet oiseau. Voici ce que les adjoints ont déclaré s'être passé ensuite. Citation : David Schultes a déchargé une arme de poing en tentant de tirer sur un vautour qui était entré dans un bâtiment en briques. Et ce faisant, Schultz n'a inséré que son bras dans la pièce, gardant sa tête à l'extérieur de l'embrasure de la porte pour éviter un éventuel ricochet avant d'appuyer sur la détente. Les adjoints déclarent que lorsque David a tiré avec cette arme, la balle a touché l'oiseau et l'a traversé de part en part. La balle est ensuite sortie du bâtiment par une fenêtre, et cette balle a touché quelqu'un d'autre à l'extérieur. Emma, la fille de David, 14 ans, a reçu un massage cardiaque des ambulanciers tentant de la sauver. Ils l'ont transportée à l'hôpital où elle est décédée malgré la réanimation. La balle que David aurait tirée à l'aveugle pour éliminer un nuisible a tué sa propre fille. En tant que parent, il est très difficile d'imaginer cette scène. Et cela rend aussi très difficile de regarder des photos comme celle-ci. Les forces de l'ordre ont pris leur temps pour cette enquête. Ils ont terminé leur enquête plus d'un mois plus tard, le 26 août. Ils ont affirmé avoir suivi 45 pistes sur la supposée fusillade accidentelle d'Emma Schultz. Mais ensuite, le 2 septembre, cela est devenu une affaire criminelle. Le procureur du comté de Monroe a décidé de tenir David, le père, responsable. David a été inculpé pour décharge imprudente d'une arme à feu pour avoir prétendument tiré avec l'arme de manière imprudente, mettant en danger la sécurité d'autrui. Et dans ce cas, c'est la balle qui a tué sa propre fille. David s'est rendu aux autorités. Il est actuellement en liberté pendant que l'affaire suit son cours. Voici sa photo d'identité judiciaire selon le journal local, le Republic Times. Mais au cours de cette enquête qui a duré un mois, les forces de l'ordre ont découvert qu'une autre personne n'aurait pas été honnête après cette tragédie, une femme du nom de Karen Schwarzy. Selon le site de l'entreprise de réparation de remorques à son nom, elle travaillait avec son mari, propriétaire de l'entreprise où Emma a été tuée. Le site précise que Karen est responsable administrative. Les adjoints du shérif disant que Schwarzy aurait tenté de cacher l'arme que David aurait utilisée, un pistolet de calibre 40 après qu'Emma a été abattue, afin, je cite, d'empêcher l'arrestation ou la poursuite de David Schultz. Les mandats de perquisition ont également révélé qu'elle aurait tenté d'empêcher des personnes de parler aux forces de l'ordre au début de cette enquête. Pour cela, elle fait face à une accusation de crime de classe 4 pour obstruction à la justice. La classe 4 en Illinois est le crime le moins grave mais peut entraîner une peine de prison. Schwarzy fait face à d'autres accusations. Elle est aussi accusée plus gravement en classe 3.
de dissimulation d'un homicide. Les procureurs affirment qu'elle a, je cite, sciemment et illégalement dissimulé la mort d'Emma Schultes, sachant que sa mort résultait d'un acte homicide. On ignore toujours où Schwarzy a emmené l'arme et combien de temps elle a tenté d'entraver l'enquête sur la mort d'Emma pour protéger son père. Emma aurait passé beaucoup de temps autour de cette entreprise, où travaillaient son père et Karen, et où tout s'est déroulé. Nous avons en fait trouvé cette publication sur leur page Facebook datant de 2023, montrant cette entreprise soutenant la fille d'un de leurs employés, nommée Emma. Elle s'était qualifiée pour les compétitions d'État et d'athlétisme, avec Schwartziez à droite. Elle est maintenant accusée d'avoir dissimulé la mort d'Emma Schult. Maintenant, Patan ne sait pas clairement ce que David a dit aux enquêteurs. Il ne fait pas face à des accusations pour une prétendue dissimulation, comme Schwartziez. David doit comparaître à nouveau devant le tribunal pour une audience préliminaire le 16 octobre, selon les registres judiciaires en ligne. Quant à Schwarzy, elle a comparu pour la première fois devant le tribunal cette semaine, le 7 septembre, et elle va comparaître de nouveau devant le tribunal le 9 octobre pour une audience préliminaire. Lors de l'annonce de l'arrestation de David Schultz, le bureau du shérif du comté de Monroe a affirmé « Il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur et la gravité de cet événement tragique. La mort d'un enfant, peu importe les circonstances, est profondément dévastatrice. » Et je cite, « Indépendamment des complexités émotionnelles et procédurales, notre mission est d'apporter la vérité, la responsabilité et la justice aux familles concernées et à la communauté que nous servons. » Nous sommes rejoints par l'avocat plaidant de l'Illinois, Patrick Provenzal. Merci de prendre le temps d'être avec nous. C'est une affaire très intéressante ici. Bien sûr, c'est triste et tragique de voir la vie de cette jeune fille perdue et de voir comment la loi pourrait s'appliquer à cette situation. Que pensez-vous de la décision de ce procureur de poursuivre le père d'Emma dans cette affaire? Merci Chris pour l'invitation. Je suis heureux d'être là et d'accord avec vous. Quelle tragédie pour ce père, cette jeune fille et sa famille. Vous savez, c'est vraiment une affaire difficile du point de vue du procureur, car il s'agit d'une situation où il n'y a aucune intention de vouloir la mort de quelqu'un, ni même de risquer la mort de quelqu'un, mais où une mort a été causée par le tir d'une arme à feu. Donc, vous savez, une accusation comme celle de décharge imprudente exige généralement, en fait, elle exige toujours que la personne qui appuie sur la gâchette ait une certaine connaissance du fait que le résultat du tir va mettre quelqu'un d'autre en danger. Il doit donc y avoir certains faits dans cette affaire dont le procureur a connaissance pour formuler cette allégation et demander une accusation qui va obliger le procureur à prouver que lorsque ce père a appuyé sur la gâchette, il savait que sa fille se trouvait quelque part dans la ligne de tir. La vraie difficulté ici, c'est que l'accusation de décharge imprudente n'est pas appropriée, car il y a eu mort d'homme. L'accusation appropriée est l'une des deux autres choses, à savoir une décharge imprudente aggravée lorsque vous utilisez une arme en sachant qu'il y a une personne dans la ligne de tir. C'est une accusation plus appropriée qu'une simple décharge imprudente. Ou, dans le cas où quelqu'un meurt, l'homicide involontaire, qui est la décharge imprudente ayant entraîné la mort de quelqu'un. Il est donc vraiment intéressant de voir que le procureur ici a choisi l'infraction la moins grave, sans même mentionner ou faire référence au fait que la décharge a entraîné la mort de la fille de cet homme. Je pense que du point de vue du procureur, il a agi par compassion. Il comprend que votre fille est morte dans des circonstances horribles, sans intention de la tuer, mais il y a tout de même une responsabilité pénale, car vous saviez ou auriez dû savoir le risque en tirant avec cette arme dans un bâtiment et en la pointant vers un endroit où elle pouvait se trouver. Et comme utiliser un pistolet de calibre 40 pour tuer un oiseau. Ces armes ne sont généralement pas conçues pour ce type d'utilisation. Selon leur description, il semblait pointer l'arme à l'aveuglette dans la pièce, puis il a touché l'oiseau, déclenchant toute cette chaîne d'événements tragiques. La question de la discrétion est intéressante, comme je le disais, car le bureau du shérif insiste sur le fait que, malgré l'émotion et l'absence de mots pour cette tragédie, la loi doit être appliquée. Et il semble que c'est ce qu'ils essaient de faire ici. Oui, le pouvoir discrétionnaire du procureur est très vaste au point de permettre de ne pas engager de poursuite. Le procureur aurait pu examiner une telle situation. Et même si le shérif ou la police insistait en disant « Nous voulons que cette personne soit inculpée, nous pensons qu'elle devrait l'être », le procureur garde son pouvoir discrétionnaire.
Le procureur peut dire « Je ne suis pas d'accord. Je ne vais tout simplement pas inculper cet individu parce que je ne pense pas que la population, les citoyens du comté de Monroe, soient mieux servis en envoyant cet homme en prison. » Et ils peuvent le faire. Maintenant, la responsabilité pour cela se trouve dans les urnes. Là, les procureurs doivent répondre de leur décision, mais il a le pouvoir absolu de ne pas engager de poursuite dans ce cas. Je pense qu'il a essayé, ou elle, peu importe qui est le procureur, a essayé de trouver un compromis ici en choisissant l'infraction la moins grave. Une décharge imprudente est un crime de classe 4 dans l'Illinois, passible de probation. Cela signifie qu'il pourrait ne même pas passer un jour en prison. Ce ne serait qu'une condamnation pour crime s'il est reconnu coupable. C'est sans doute la direction que cherche à prendre le procureur. Comme je l'ai dit auparavant, il y a des accusations plus graves ou sérieuses qui auraient pu être retenues s'il y avait des preuves que le père avait une raison de savoir que, lorsqu'il a pointé l'arme, sa fille se trouvait quelque part dans cette ligne de tir et qu'il a consciemment ignoré ce risque. Avant d'aborder Karen Schwartz, la femme accusée des faits les plus graves et de plusieurs activités criminelles dans cette affaire. Si vous étiez procureur, parce qu'il semble qu'avec cette accusation aussi, je veux dire, si vous aviez par exemple une vidéo de surveillance, ce dont je ne suis pas sûr, mais où l'on voit quelqu'un avec une arme de poing, la pointer à l'aveugle dans une pièce et tirer. Pouvez-vous ignorer que la balle ait touché sa fille, car cela influencerait le jury et la défense présenterait une personne sympathique? Si la preuve montre seulement qu'il a tiré ainsi, ce n'est jamais simple, mais ce comportement n'est clairement pas responsable avec une arme à feu. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas responsable de posséder une arme ainsi. Je veux dire, toute personne formée à la manipulation des armes à feu, surtout quelque chose d'aussi puissant qu'un pistolet de calibre 40, saura qu'on ne pointe jamais une arme là où on ne sait pas où la balle va finir, à moins que ce soit précisément là qu'on veut toucher, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il va y avoir des défis des deux côtés, du côté du procureur comme de la défense, parce que le procureur va devoir prouver cet état d'esprit d'imprudence que ce père avait, ce qui va être difficile à démontrer. Je doute qu'un jury croit que cet homme ait juste mis son bras dans le bâtiment. Il ne visait peut-être pas précisément, mais il savait que l'arme était dirigée vers sa fille. C'est un obstacle difficile à surmonter, à moins qu'il n'ait des preuves vraiment solides pour convaincre le jury au-delà de tout doute raisonnable. Les procureurs auront beaucoup de mal à prouver cela. L'autre côté, c'est la défense, comme vous venez de le dire, parce qu'en tant que propriétaire d'armes responsables et en tant que père, il aurait dû être conscient de la présence de sa fille. La défense va donc avoir du mal à convaincre le jury qu'il ne savait pas ou qu'il n'aurait pas dû savoir qu'il y avait un risque pour semer le doute sur le fait qu'il était réellement conscient du risque important pour sa fille. Donc je pense que ce sera une affaire difficile dans tous les cas. Oui, et passons maintenant à Karen Schwartz, qui est l'autre personne inculpée dans cette affaire. Elle est accusée d'un crime de classe 3 pour avoir caché une mort homicide. Parce que quand j'ai vu ça et que je pense à une mort homicide, ce n'est pas une affaire d'homicide ou de meurtre. Quelle est la raison pour laquelle elle fait toujours face à cette accusation, alors que cela semble avoir été un accident? Donc, c'est la distinction dans l'Illinois entre un homicide et un meurtre ou un homicide involontaire. Donc, l'homicide dans l'Illinois est défini simplement comme la mort d'une personne à la suite des actions d'une autre personne, indépendamment de l'intention de cette autre personne en causant la mort. Donc, une mort accidentelle, un accident de voiture où quelqu'un meurt est un homicide. Cela ne signifie pas qu'il y a une quelconque responsabilité pénale. Cela veut simplement dire que quelqu'un est mort des mains d'une autre personne. Donc, dissimuler une mort homicide, c'est vraiment ça. C'est cacher le fait qu'une personne est morte des mains d'une autre personne. Et cela rend cette accusation appropriée selon les faits qu'ils doivent attribuer à cette dame et ce qu'elle a fait ou n'a pas fait lorsque quelqu'un est venu demander ce qui s'était passé. Et passons à la deuxième accusation, qui est la plus grave des deux, n'est-ce pas, hein? En tant que crime de classe 3 dans l'Illinois, il s'agit de dissimulation d'un homicide. Mais elle fait également face à ces accusations d'entrave à la justice parce qu'elle aurait caché l'arme d'une certaine manière alors que les forces de l'ordre la recherchaient. Elle aurait aussi dit aux gens de ne pas contacter la police en cherchant à comprendre ce qui s'était passé.
Quel seuil les procureurs devront-ils prouver concernant l'arme à feu? Et quel type de preuves devraient-ils avoir pour montrer qu'à leurs yeux, elle a essayé de la cacher et de s'en débarrasser, même si elle essayait de protéger le père contre toute forme de poursuite dans cette affaire? Ils devront prouver qu'elle savait comment la fille est morte. Oui, oui, c'est vraiment à cela que tout va se résumer. Parce que si elle n'a pas été témoin ou n'a pas eu de connaissance directe et personnelle de la façon dont Emma est morte, alors ils vont avoir beaucoup de mal à prouver qu'elle avait l'intention d'entraver la justice en cachant l'arme. Et maintenant, le simple fait d'avoir caché l'arme pourrait être la meilleure preuve de cela. Pourquoi cacherais-tu l'arme, à moins d'essayer de dissimuler le fait que son père était celui qui avait appuyé sur la gâchette et d'essayer de le protéger de ses responsabilités? Cela aussi, encore une fois, suggère en soi qu'il y avait une raison de le protéger, qu'elle cacherait l'arme. Peut-être qu'en réalité, il y a des preuves solides qu'il savait qu'elle était dans la ligne de tir quand il a appuyé sur la gâchette. Je sais que tout cela pour moi est lié en ce qui concerne leur culpabilité à tous les deux. Mais au final, pour qu'un procureur puisse prouver une accusation d'entrave à la justice, il doit prouver que la personne connaissait effectivement l'objectif de ce qu'elle essayait de dissimuler ou d'empêcher la police de découvrir. Et dans ce cas, je pense que cela signifierait qu'il devrait prouver que cette femme savait comment Emma est morte et dans quelles circonstances. Ainsi, le fait qu'elle ait caché l'arme serait une entrave à la justice. Parce que, et il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. J'ai beaucoup de questions rien que sur la chronologie de comment, je veux dire, on sait à peu près comment ça s'est passé, mais ensuite je pense à, vous savez, voilà, les techniciens médicaux d'urgence qui arrivent, ainsi que les forces de l'ordre. Ils essaient de lui sauver la vie, ils emmènent Emma d'urgence à l'hôpital, les forces de l'ordre sont appelées. Je veux dire, ils auraient clairement su très rapidement que c'était une balle qui avait pris la vie de cette jeune fille. Et puis la première question, c'est où est l'arme? Disons simplement qu'elle... Et là, j'émets une hypothèse, mais combien de temps doit-on cacher une arme à feu pour que ce soit vu comme une entrave à la justice? Parce qu'on voit des cas où quelqu'un, vous savez, a caché l'arme pendant des mois et tout ça. Même s'il s'agit d'un accident et que vous êtes policier, vous demandez où est l'arme? Cette question serait examinée très rapidement sur les lieux ce jour-là. Oui, donc tout va vraiment dépendre de la preuve de l'intention dans ce cas, parce que la durée pendant laquelle vous interférez avec l'enquête de police va vraiment révéler quelle était votre intention derrière ce que vous cachiez. Donc, pour répondre directement, si quelqu'un ment à la police, mais qu'un peu plus tard, il dit, vous savez quoi, j'ai menti. Voilà où ça en est. Techniquement, ils ont bien dissimulé, non? Ils ont entravé la justice, mais ensuite ils sont revenus en arrière. Mais si tu ne corriges pas le mensonge, si tu n'éclaircis pas la situation avec la police, tu sais quoi, je sais ce qui s'est passé ou je sais où est l'arme. Et puis tu leur mens, et 5 minutes plus tard, ils le trouvent, ça c'est une entrave à la justice. Parce que tu as falsifié ou dissimulé des preuves. Et s'ils peuvent prouver que tu savais où c'était et ce qui s'est passé, ça ne comptera pas si c'était une question de minutes ou de secondes. Le fait que tu l'aies fait suffit à remplir les éléments constitutifs du crime. Et si tout ce que les forces de l'ordre ont dit jusqu'à présent est vrai, j'ai l'impression que cette affaire est un exemple de comment la dissimulation peut être pire que l'événement lui-même, ce qui est difficile à dire que c'est pire. Et ce n'est pas vraiment parce qu'Emma a perdu la vie, mais en termes de peine que quelqu'un pourrait encourir, David le père pourrait ne pas avoir à aller en prison. Dans ce cas, pour un crime de classe 3, quelle est la probabilité qu'une personne impliquée dans la dissimulation d'un homicide aille en prison? Très peu probable, à mon avis, à moins que cette femme ait des antécédents criminels qui suggéreraient qu'elle devrait être punie plus sévèrement. Je ne pense pas que quelqu'un ira en prison ou en détention dans cette affaire, quelle qu'en soit la durée. C'est une tragédie à tous les niveaux. Lors de l'audience de la sentence, quand le juge va entendre ce qui est approprié comme sanction, j'imagine que le juge sera submergé par la question. Qu'aurait fait n'importe qui dans ces circonstances, la tragédie de ce père qui a accidentellement tué sa fille? Et cette femme, je suppose, connaissait les deux personnes impliquées dans ces circonstances et qu'elle aurait alors essayé, vous savez, de les protéger ou de faire en sorte que la tragédie de ce qui s'est passé ne soit pas révélée. Je pense qu'il y aura beaucoup de faits qui vont
ressortir et qui vont vraiment offrir aux juges une perspective importante sur ce que les personnes pensaient après que l'événement se soit produit, ce qu'elles traversaient dans ce qui n'a pu être que des circonstances extrêmement émotionnelles avec cette jeune fille qui a été abattue et en essayant de comprendre comment gérer ce traumatisme et ensuite quoi faire. Je pense qu'un juge sera très clément et indulgent, comme le procureur l'a déjà été, concernant la nature de l'accusation. Mais tu as parfaitement raison là-dessus, Chris. Je pense que la dissimulation a été pire que l'événement lui-même, parce que la femme a été traitée beaucoup plus sévèrement que le père en ce qui concerne les accusations. Quelle était la probabilité que cela aille jusqu'à un procès? Parce que je pense à ce comté, c'est un comté rural, il semble que ce soit une communauté soudée. Certainement, cette histoire, peu importe où vous vivez, va vous toucher en plein cœur. Trouver des jurés qui, vous savez, pourraient ne pas avoir entendu parler de cette affaire semble assez difficile. Comment voyez-vous cela potentiellement? Et nous en sommes encore aux premières étapes. Ils ont une audience préliminaire, ils auront des audiences préliminaires le mois prochain, donc il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais j'imagine quelle est la probabilité que cela aille réellement jusqu'au procès? Eh bien, pour le père, je pense que c'est extrêmement probable parce que je pense que jury ou non, 12 personnes de la communauté entendront ces faits et seront sympathiques envers le père, car rien ne suggère que son acte était intentionnel. Donc, il va falloir, ou même qu'il, vous savez, savait ce qu'il faisait, c'est qu'il avait une certaine conscience qu'elle était dans la ligne de tir et qu'il n'aurait pas dû ignorer cette conscience et appuyer sur la gâchette quand même. Et la réponse naturelle à cela, c'est qu'aucun père qui pensait que sa fille était dans la ligne de tir n'aurait appuyé sur la gâchette s'il pensait que c'était vrai. Donc pour moi, c'est une accusation très contestable pour le père parce que je pense qu'un jury sera très compréhensif. Et si j'étais l'avocat de la défense et que je défendais cette affaire, je le ferais témoigner tous les jours parce que le jury va s'identifier non pas à sa situation, mais à lui en tant qu'être humain et sera compatissant envers lui, car quel traumatisme et quelle tragédie il a traversé pour avoir tué sa propre fille. Et je pense vraiment que c'est quelque chose que le jury va entendre, regarder et voir la passion et l'émotion en lui et comprendre que ce n'est pas un crime. Vous savez, d'après tout ce que nous savons jusqu'à présent, si ce n'est qu'un tir imprudent, si c'est autre chose, les choses pourraient changer. Mais cela me paraît difficile à défendre pour un procureur. L'autre aspect, c'est pour la femme, c'est tout aussi défendable parce que je pense que dans la mesure où l'affaire sous-jacente n'est pas vraiment un crime, si un jury dit que ce n'en est pas un, il leur sera difficile de dire qu'elle avait une intention criminelle de dissimuler quelque chose qui était un crime. Je veux dire, dans sa propre tête, et elle pourrait même témoigner à son propre procès pour dire au jury, je pensais que c'était un terrible accident. Et la police tournait autour et ils posaient toutes ces questions. Et je ne voulais pas tout simplement pas qu'il ait des ennuis. Alors j'ai dit ce que j'ai dit et je ne lui ai pas parlé de l'arme. Je crois que beaucoup de personnes, qu'elles vivent en zone rurale ou urbaine, je pense que n'importe qui entendrait ces situations et ces circonstances et dirait que c'est difficile de vraiment dire que quelqu'un a commis un crime dans ces circonstances. Un procureur efficace dira à un jury d'ignorer ces choses, parce que la question ici n'est pas de savoir quelle est votre sympathie pour l'accusé. La question que vous devez résoudre ici n'est pas de savoir si l'Assemblée générale de l'Illinois a bien rédigé la loi. Votre question est appliquer la loi aux faits sans passion. Et votre bon sens vous dira que cette femme savait que cette fille est morte à la suite des actes d'une autre personne. C'est un homicide et elle l'a dissimulé. Et c'est tout ce que vous devez savoir pour la déclarer coupable. Il y a de bons arguments des deux côtés, n'est-ce pas? Donc les jurys ont du mal avec ça, mais je pense que les deux sont défendables. Oui, je veux dire, mais quelle affaire difficile, vraiment difficile, vous savez, un travail difficile. Je pense que c'est là que, vous savez, être procureur de district, procureur de l'État, je veux dire, c'est vraiment un travail difficile. Et puis on pense à toutes les personnes impliquées, vous savez, surtout à ce père et à ce qu'il a probablement dû endurer, d'après ce que l'on sait. Peu importe le verdict, cela reste avec vous pour toujours. Patrick Provenzal, et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, avocat de l'Illinois. Nous apprécions votre point de vue sur Law and Crime. Avec plaisir. Merci Chris. C'est tout pour Out in the Case sur Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart.
On se retrouve la prochaine fois.